On est toujours bien, on est toujours bien curieux de savoir qui vient. On est au-dessus, je pense, de 80 inscriptions aujourd'hui. Fait qu'on aime ça savoir qui vous êtes. Vous êtes à quel endroit au Canada ou même à l'international. Puis ben, peut-être de quelle organisation vous êtes là. On aime ça savoir un peu le profil des gens qui sont présents. Bonjour Cindy. Pendant que vous identifiez dans le clavardage, moi, je vais commencer à partager le visuel qu'on a pour aujourd'hui. Parfait. Bonjour, bonjour, merci de participer puis d'inscrire qui vous êtes, puis de où vous venez, quel organisme. Ça nous permet là, de savoir qui participe, puis on aime toujours ça vous connaître. Bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à venir écrire là. Vous êtes de où, dans quel organisme, votre nom, c'est toujours intéressant de savoir qui est dans le groupe aujourd'hui. Je pense qu'on peut commencer. Oui, Euh, allons-y. donc, n'hésitez pas, les gens qui s'ajoutent à nous, de vous présenter. Là, on vous remarque, on vous voit. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui présente les résultats du bulletin de l'activité physique des enfants et des jeunes de participation. Donc, je me présente, je m'appelle Sophie Perron, je suis agente de soutien au projet pour le réseau Accès Participation. Puis, je suis accompagnée là, de ma collègue Marianne qui va se présenter dans quelques instants. En fait, nous, on travaille là, depuis 12 ans en partenariat avec Participation et on est un peu là, en charge de leur contenu francophone. Donc, on est impliqué là, dans tous leurs projets. Donc, Participation, si vous ne les connaissez pas, si vous n'êtes pas encore super familier, c'est une organisation nationale à but non lucratif qui a pour objectif d'aider les Canadiens à mener une vie plus active. Ils y arrivent en travaillant avec des partenaires du sport, de l'activité physique, excusez-moi, du loisir et avec le soutien financier du gouvernement du Canada et de commanditaires. Participation s'efforce de promouvoir un mode de vie actif grâce à des idées novatrices, des initiatives et un leadership éclairé. Donc, on va commencer par la reconnaissance du territoire. Donc, nous reconnaissons que Montréal, où sont situés les bureaux du réseau Accès Participation, est situé sur un territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. La nation Haudenosaunee, Mohawk, est reconnue comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous trouvons. Et elle a longtemps servi de lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, notamment les Anishinabek. Nous reconnaissons et remercions les divers peuples qui ont enrichi de leur présence ce territoire, accueillant aujourd'hui des gens de partout dans le monde. Nous nous engageons à approfondir nos connaissances au sujet des riches histoires et cultures autochtones de la région afin de progresser vers la réconciliation. Donc, petites indications pour le déroulement du webinaire. Vous avez remarqué que vos micros sont éteints. Donc, on vous invite quand même à communiquer avec nous si vous avez des commentaires, informations à communiquer, à tous à utiliser la fonction de clavardage. Mais si vous avez une question plus directe, d'utiliser la section questions-réponses un peu plus bas sur votre écran. Et à la fin de la présentation, Marianne va prendre le temps de répondre à vos questions. Ne vous inquiétez pas. Aussi, ce webinaire est enregistré. Vous allez donc un peu plus tard recevoir cet enregistrement ainsi que la présentation en version PDF, les liens qui vont vous être présentés aussi là, tout au long de la présentation. Donc, aujourd'hui, un peu l'ordre du jour. À la une, on vous fait un petit bilan de ce qui est ressorti de ce bulletin.
Ensuite, on vous en parle. Qu'est-ce que c'est ce bulletin-là? Pourquoi on le fait? À qui ça s'adresse? Ensuite, on tombe dans le vif du sujet. On y va avec les indicateurs et on décortique un petit peu les notes. Ensuite, on vous partage, comme je vous le disais, différentes ressources pour vous aider à partager les conclusions du bulletin. Et on va conclure avec une petite période de questions, si c'est nécessaire. Donc, on remercie des organismes qui ont travaillé à l'élaboration de ce bulletin. Donc, CHEO, Institut de recherche, et l'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie. Et le bulletin est présenté par SEPTO. Donc, vous pouvez voir là, ici et pouvoir y revenir là, si vous le désirez, avoir une référence pour l'équipe qui a participé au développement du bulletin. Donc, je vous laisse avec Marianne qui va prendre en charge la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie. Merci énormément. Donc, on est très fiers, puis on est toujours très conscient aussi que le bulletin qui sort sur l'activité physique des jeunes et des enfants avec participation est un document qui est vraiment important. On s'y réfère énormément quand on est du côté de la recherche pour des demandes de subventions, pour convaincre aussi divers groupes avec qui on travaille de l'importance de l'activité physique et du travail qu'on a à faire, évidemment. Donc, très heureuse de faire un webinaire avec vous aujourd'hui pour vous sortir qu'est-ce qui est important de retenir de ce dernier bulletin, mais aussi ben, de se l'approprier de façon différente. C'est un document qui peut être lourd quand même à lire, tout dépendant de quel vous allez. Il y en a un qui est vraiment sur les aspects plus importants, puis ensuite, on peut aller chercher toutes les données. Mais le webinaire aujourd'hui, c'est pour faire un survol, regarder les différents indicateurs, puis aussi amener à une réflexion de votre côté sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là, puis comment les utiliser. Donc, le thème de ce dernier bulletin, qui est le 15e en passant là, de participation, donc ça fait plusieurs années qu'on reçoit un bulletin. C'est intéressant si vous voulez vous aller retrouver les anciennes versions de bulletins. Vous l'avez évidemment là, sur le site web qui sera partagé à la fin de la présentation. Donc là où on s'en va ensemble aujourd'hui, c'est Ensemble pour la résilience. Participation avec les données de recherche qui vont récupérer, qui vont analyser. Ils vont toujours revenir avec un thème qui est super intéressant et inspirant pour les années à venir. Et présentement, on est vraiment dans la résilience sur comment rebondir face à différentes barrières qu'on a en activité physique. Donc, évidemment, le but, c'est de garder les enfants et les jeunes actifs, mais là, on se rend compte que les changements climatiques viennent influencer, viennent apporter des barrières supplémentaires et comment on va avancer justement comme organisme, comme politique, comme décideurs et décideuses, comment on va arriver à prendre ces informations-là et s'assurer que nos jeunes continuent de bouger et qu'on augmente le taux d'activité physique. Petit détail, quand on parle de les enfants et les jeunes actifs, les enfants, ça va être, on va se référer à l'âge préscolaire et les jeunes, ça va être plus à l'âge scolaire. Donc, et ensuite, on va aller dans l'adolescence dans les données. Donc là, on est vraiment plus dans un focus sur enfants préscolaires et jeunes d'âge scolaire. Donc, quand on parle de qu'est-ce qui est à la une présentement, vous avez peut-être vu passer déjà des informations par rapport à cette lunette-là, cette découverte-là qui ressort du dernier bulletin. Et c'est vraiment tout ce qui est par rapport au changement climatique. Donc, il y a eu plusieurs alertes météorologiques dans les dernières années au pays. Dernièrement, là, des 2-3 derniers étés, on peut voir vraiment plus de manifestations météorologiques face au changement climatique. Donc, quand on parle de feux de forêt, quand on parle de vagues de chaleur, d'inondations. Donc, on a tous été touchés par ces événements-là météorologiques. Donc là, il faut reconnaître que ça a un impact sur le niveau d'activité physique de nos jeunes. Et on voit ça comme une barrière supplémentaire. On le sait, les jeunes jouent à l'extérieur. On souhaite qu'ils jouent à l'extérieur parce que c'est un environnement qui est sain pour eux. Mais quand la qualité de l'air est affectée, quand les choses sont difficiles comme du côté de l'accessibilité ou que la chaleur est trop intense, bien, il ne faudrait pas que ça rajoute une barrière puis que les jeunes arrêtent de faire de l'activité physique à l'extérieur. Donc, il va falloir commencer à réfléchir à c'est quoi justement nos moyens de résilience face au changement climatique. Donc, l'activité physique, on le sait, contribue aussi à atténuer les effets négatifs des changements climatiques. Passons par exemple au transport actif. Donc, comment mettre de l'avant et valoriser ces façons de faire-là pour qu'elles soient plus accessibles, plus disponibles, parce qu'on sait que ça a aussi un impact sur les changements climatiques. Donc, s'unir dans la résilience, c'est le thème qui est à la une présentement du bulletin. Puis, l'idée, c'est d'aller voir les futures générations en se disant, bien, comment on va
mieux les outiller à faire face aux multiples imprévus qui les guettent. Donc, à propos du bulletin, présentement, l'édition 2024 constitue, c'est une évaluation la plus détaillée de l'activité physique des enfants et des jeunes au Canada. Donc, qu'est-ce que ça prend? C'est que le comité de recherche va venir étudier, analyser toutes les recherches qui ont eu lieu dans les 2 dernières années au niveau du taux d'activité physique des jeunes, mais aussi plusieurs indicateurs. On en a 14. On va vous présenter les plus importants aujourd'hui lors du webinaire. Donc, c'est d'aller chercher des données probantes, des données nationales qui sont reconnues par le milieu de la recherche et venir toutes les analyser pour donner une note. Sachez qu'il y a, le bulletin, c'est un mouvement mondial. Il y a 70 villes, provinces et pays qui vont aussi collecter des données et partager leurs bulletins, comme on fait ici au Canada, à travers le monde. Donc, ça nous donne une lunette, oui, canadienne, mais aussi à travers le monde sur où est-ce qu'on se situe, nous, à travers quand on parle de taux d'activité physique. Donc, entrons dans le vif du sujet. Les indicateurs et les notes, c'est attribué selon les meilleures données disponibles aussi par la recherche et aussi sous des enjeux qui sont identifiés depuis les 2 dernières années. Donc, si on regarde depuis les 2 dernières années, c'est sortir de la pandémie. Donc, on sait qu'en 2022, quand est sorti le dernier, 2021, quand est sorti le dernier bulletin, on avait évidemment des notes exécrables, disons-le, parce que les jeunes étaient confinés à l'intérieur, mais on souhaitait aussi savoir comment ça avait eu un impact sur les jeunes, le confinement. Là, le but était de venir analyser est-ce qu'on en a ressorti de cette COVID-là, de nos confinements? Est-ce que les jeunes ont repris leur taux d'activité physique qu'ils avaient avant la pandémie? C'était vraiment l'intention de participation d'aller explorer ça. Donc, il y a 3 grands indicateurs qu'on va regarder dans le bulletin d'aujourd'hui. Le premier, c'est tout ce qui est des comportements quotidiens. Donc, l'ensemble de l'activité physique, vous allez voir. On va regarder aussi le jeu actif chez les jeunes, le transport actif, le sport organisé, l'éducation physique, donc dans le milieu scolaire, les comportements sédentaires, le sommeil et les comportements en matière de mouvement sur 24 heures. Ensuite, on va tomber dans des caractéristiques individuelles, donc tout ce qui est de la littératie physique et de la condition physique. Aussi, on y retrouve une analyse sur l'environnement, donc les ménages, l'école, la communauté et l'environnement. Et finalement, on va regarder du côté des stratégies et des investissements du gouvernement. Donc, voici nos 4 grandes sections du webinaire. Évidemment, on passe plus de temps sur les comportements quotidiens puisqu'on a plus d'éléments à venir analyser. Donc, l'équipe de recherche qui est pluridisciplinaire avec participation a regardé dans ces indicateurs-là plusieurs éléments et sont venus attribuer une note comme un bulletin scolaire, donc de A à F. Et le INC, ça veut dire que c'est incomplet. On n'a pas assez de données probantes pour pouvoir émettre et avoir une note qui est attribuable faute de données. Donc, A, ce que ça veut dire, c'est que c'est du succès avec une vaste majorité d'enfants et de jeunes. Ça donne la note de A. En passant, on n'a aucun indicateur qui obtient la note de A présentement dans notre bulletin. Ensuite, le B, c'est nous avons du succès avec beaucoup plus de la moitié des enfants et des jeunes. Donc là, on est au-dessus du seuil, bien au-delà du 50 %. Ensuite, C, nous avons du succès avec environ la moitié des enfants et des jeunes. Donc, gardez ça en tête. Quand c'est un C, c'est qu'on est sur la barre du 50 %. Environ, là, c'est un petit peu plus, un petit peu moins. Ensuite, D, nous avons du succès avec moins de la moitié des jeunes. Et finalement, F veut dire nous avons du succès avec très peu d'enfants et de jeunes. Donc, ça, c'est la note la moins intéressante à voir apparaître dans un bulletin, évidemment. Bon, ce qui veut dire qu'on tient aussi compte des tendances au fil du temps et des disparités en lien avec des facteurs comme l'âge, le genre et le revenu du ménage. Elles vont être soulignées lorsqu'applicables. Donc, quand on voit des grandes disparités avec des éléments, des sous-éléments d'analyse, je vais vous en parler parce que c'est intéressant, entre autres, de savoir sur les disparités sur le revenu et le genre, entre autres, là, qui ressortent dans ce bulletin-ci. Donc, vous êtes prêts? On embarque dans notre bulletin. Donc, comment on a fait dans les 2 dernières années. Donc, quand on regarde pour l'ensemble de l'activité physique, on reçoit une note de D+. Donc, la note attribuée veut dire qu'on est à 39 % des enfants et des jeunes qui respectent les recommandations des directives en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants et les jeunes. Plus tard, je vous amène la ressource là, sur cette recommandation-là. C'est là-dessus que Participation s'est basée pour faire l'analyse des données.
Donc, c'est une amélioration, évidemment, par rapport au bulletin précédent qui avait eu une note de D, puisque sortir de la pandémie, évidemment, les jeunes ont fait plus d'activité physique, ont bougé plus parce que maintenant, on pouvait sortir, on n'était plus dans un mode de confinement. Donc, tant mieux, ça l'a augmenté, mais vous pourrez voir qu'il y a une grande disparité entre les filles et les garçons. Donc, c'est seulement 31 des filles comparativement à 50 des garçons qui ont respecté les recommandations en matière d'activité physique. Donc là, on a un drapeau rouge à lever, puisque dans le 39 général, on se rend compte qu'il y a un grand écart entre les filles et les garçons. Donc, si on regarde du côté des jeunes, donc là, on parle de l'âge scolaire, de 12 à 17 ans, donc une partie de l'adolescence est inclue là-dedans. Les filles, donc en 2020, c'était 35 en 2021, c'était aussi 35 ne sont pas remises de la pandémie aussi bien que les garçons. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que en 2020, on était à 40 et maintenant, on est à 52 pour les garçons. Donc, voyez-vous, il y a un grand écart entre les deux. Et là, présentement, les filles se situent à 31 quand elles étaient à 35 avant la pandémie. Donc, ça veut dire que nos filles ont eu une cassure, évidemment, pendant la pandémie et elles ne sont pas revenues vers un taux d'activité physique pré-pandémie. Donc, ça, c'est préoccupant. Il faut se poser la question, quelle offre on a présentement pour les filles dans nos communautés et peut-être aller davantage chercher de l'information pour mettre des actions qui vont être plus alignées avec leurs besoins et leurs intérêts. Donc, premier drapeau rouge là, à lever. Là où ça fait le plus mal, le groupe où on a le plus bas taux d'activité physique, c'est auprès des jeunes nouvelles arrivantes entre 5 et 17 ans. Donc, on est à 18 de jeunes filles là, qui vont respecter les recommandations, tandis que celles qui ne sont pas nouvellement arrivées au Canada, on est à 28 Donc, vous pouvez voir là, que, évidemment, c'est de l'intersectionnalité, donc il y a plusieurs facteurs qui vont venir freiner, qui vont avoir des barrières à l'accessibilité pour les jeunes filles qui sont dans la catégorie des nouvelles arrivantes. Donc, réfléchissons de façon commune peut-être déjà à comment faire tomber les barrières justement à la participation pour ces jeunes filles-là. Ensuite, moins d'enfants de 5 à 11 ans. Donc là, on est dans les plus petits, issus des ménages ayant les plus faibles revenus. Donc, à 46 ont respecté les recommandations en matière d'activité physique. On sait que les jeunes, quand ils sont plus jeunes, justement, les enfants, quand ils sont plus jeunes, ont un plus haut taux d'activité physique. Là, vraiment, ça va en descendant à mesure qu'ils se rendent vers l'adolescence. Mais on voit un écart là, dans les revenus plus faibles des ménages, évidemment. Donc, ça, c'est une barrière économique qu'on est au courant, mais elle ne semble pas s'atténuer. Ça reste toujours présent comme étant un indicateur. Donc, le revenu des ménages qui sont plus élevés sont à 57 qui respectent les recommandations. Donc, on peut voir, là, les inégalités sociales font partie des éléments qui vont freiner les jeunes à faire de l'activité physique et on doit se préoccuper de l'écart entre les garçons et les filles. Ensuite, du côté du jeu actif, quand on parle de jeux actifs, c'est le pourcentage des enfants et des jeunes qui s'adonnent aux jeux actifs et aux activités de loisirs non organisées, non structurées, plusieurs heures. Donc, on va mettre un seuil à au moins plus de 2 heures par jour. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on parle de jeux actifs. Donc, là, on est à la note de D-. Les données indiquent que seulement 22 des enfants et des jeunes respectent les directives en matière de jeux actifs. Elle n'a pas changé depuis 2022. Donc, ça aussi à se préoccuper. Donc, 2022, on était vraiment dans une situation plus difficile pour faire du jeu actif. Là, on aurait dû voir une amélioration de ce côté-là. Donc, ça veut dire qu'on est resté dans une réflexion de les espaces qu'on a autour de nous ne sont pas utilisés ou librement utilisés pour du jeu actif, donc où ça ne demande pas une inscription, où ça ne demande pas de payer des frais. Donc, quand on parle des activités non structurées et non organisées, ben, c'est aller jouer au parc. Donc, ça, c'est les parents qui ont été sondés là, pour indiquer à combien d'heures ça représente le jeu actif de leurs enfants. Ensuite, allons dans un autre indicateur, le transport actif. Cette année, la note attribuée reste la même, donc on est encore à C-. On a vraiment du travail à faire là-dessus. Si je peux faire une parenthèse, les pays qui obtiennent des bulletins avec des taux plus élevés d'activité physique auprès des enfants et des jeunes ont vraiment un système de transport actif qui est très imbriqué, très développé, très accessible. Donc, peut-être réfléchir à du travail à faire là, si on a des gens qui travaillent dans des municipalités ou même là, dans des politiques de transport actif,
on a du travail à faire, c'est moins, c'est très peu, là. Donc, ça veut dire qu'on est à 43 des enfants et des jeunes qui utilisent généralement un mode de transport actif. Donc, pourquoi ils n'utilisent pas un mode de transport actif pour se rendre à l'école, pour se rendre à des activités le soir et la fin de semaine? Là, il faut se poser la question, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est bien aménagé? Est-ce qu'il y a de l'éducation, de la sensibilisation à faire auprès des parents également? Et là, on a un indicateur aussi qui vient nous faire un écart entre les parents qui vivent dans une ville de plus de 10 000 personnes. Donc là, on est à 50 des parents qui disent que leurs enfants utilisent un mode de transport actif et on descend à 32 dans les plus petites villes, donc de moins de 10 000 personnes. Donc, ça veut dire qu'évidemment, en milieu rural, il y a souvent beaucoup plus de déplacements qui sont plus longs. Donc, ça peut expliquer justement qu'il y ait moins de jeunes qui vont faire du transport actif, mais quand même, il y a à réfléchir justement sur comment on peut mousser, placer plus d'aménagements favorables puis d'endroits sécuritaires pour le faire. Et là, ben, à vous de peut-être trouver des solutions et des actions. Ensuite, tout ce qui est du sport organisé, on est en une de nos meilleures notes, là, si je peux dire ça comme ça. On est à B, donc une amélioration par rapport au dernier bulletin. Évidemment, on était à C+ avant. On peut comprendre que post-pandémie, il y avait des choses qui étaient encore fermées. Donc, le sport organisé a été très grandement touché là, par la pandémie. Donc, on dit que 68 des enfants et des jeunes participent à du sport organisé. Donc, ça, c'est structuré avec une inscription et des semaines de programme. Donc, on est encore avec un écart important, dans 71 des garçons versus 64 des filles, ce qui est quand même à se préoccuper aussi. Et 86 des ménages avec un revenu supérieur, comme on disait tantôt, contre 50 des ménages avec un revenu inférieur. Voyez-vous, l'écart est immense. Donc là, ça s'explique. Quand on est dans le sport organisé, il y a souvent des coûts qui sont associés. Donc là, à se poser la question comment le sport organisé peut devenir plus accessible. Je sais que c'est des défis. Mais il y a probablement des façons de faire qu'on peut s'inspirer, peut-être à l'international, justement, sur comment le sport organisé peut être plus accessible au niveau financier. Donc, là-dessus, quand même, c'est une bonne note. Ça nous montre qu'on a un sport organisé qui est en santé au Canada avec des offres qui sont multiples. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut prendre du côté positif. Ensuite, tout ce qui est de l'éducation physique, donc ce qui est à l'intérieur de l'école, nous, on est à la note de C, puisque les données révèlent que 53 des élèves respectent les directives en matière d'éducation physique. Donc, on parle de 150 minutes d'éducation physique par semaine. Ici, au Québec, là, on va faire on va détailler ça. On est à 120 minutes au primaire et 100 minutes au secondaire. Donc, on souhaiterait avoir plus de minutes en éducation physique dans nos écoles. Ensuite, en 2022, la note était incomplète car il était impossible de recueillir ces données durant la pandémie. Donc, on ne peut pas faire le comparatif avec 2022. Là, ce qu'on a présentement, c'est une note de C en 2024. Maintenant, pour ce qui est des comportements sédentaires, et je sais que ça préoccupe énormément de personnes dans notre domaine, donc le côté écran, donc temps d'écran. Évidemment, là, on est à une note de D qui s'est améliorée, une bonne amélioration avec F qui était pendant la pandémie. Et c'est là qu'il y a beaucoup de drapeaux rouges qui se sont levés en santé publique lors du dernier bulletin, puisque les jeunes, ne pouvant pas faire d'activité et étant confinés à l'intérieur, se sont retournés énormément vers les écrans. Et là, c'est vraiment une préoccupation qu'on entend auprès même des décideurs politiques. Donc, les données démontrent présentement que 27 des enfants et des jeunes, donc on est à 49 d'enfants et 17 des jeunes. Donc, vous pouvez voir là, qu'à mesure que les jeunes vieillissent, plus on respecte plus la recommandation qui est de 2 heures de temps d'écran par jour. Là, évidemment, je sais qu'il y a des bémols à faire quand on parle des tout petits versus des jeunes de 14-15 ans. C'est clair, on sait qu'avec les tout petits, on souhaite qu'il y ait 0 temps d'écran. Mais si on en fait une moyenne, on est à 27 des jeunes et des enfants qui respectent la recommandation en matière de temps d'écran. Donc, faites l'autre penchant, là, il y a énormément de jeunes qui ne respectent pas le 2 heures maximum de temps d'écran par jour. Donc, ça, c'est vraiment un élément qu'on doit prendre en considération, qu'on doit adresser, puis que je crois que tout le monde est préoccupé là, présentement, évidemment, par cette statistique-là. Le revenu du ménage est aussi un déterminant. Ce qu'on se rend compte, c'est les ménages qui sont dans un revenu plus faible. Les jeunes vont encore moins respecter la recommandation de 2 heures de temps d'écran versus les ménages à revenus supérieurs où là, ben, on peut le comprendre, ils ont probablement peut-être plus de sport organisé et à ce moment-là, ça vient diminuer le temps à la maison pour le temps d'écran. Ensuite, une autre bonne note,
c'est la note de B- pour le sommeil qui est présentement dans le bulletin. Donc, on a 65 des enfants et des jeunes qui vont satisfaire les recommandations en matière de sommeil. Donc, petit indicateur, entre 5 et 13 ans, ça devrait être 9 à 11 heures de sommeil. Et entre 14 et 17 ans, c'est de 8 à 10 heures. Évidemment, quand on parle des 12-17, là, si on va dans ceux qui sont plus proches de l'adolescence, on va se rendre compte que le temps d'écran est un facteur aussi qui va venir déterminer leur sommeil. Donc, ceux qui sont avec des téléphones dans leur chambre à coucher vont finir par peut-être se coucher beaucoup trop tard. Et là, on vient aussi voir par la bande, ça va venir affecter les résultats là, scolaires, la réussite scolaire. Donc, vraiment, le sommeil, présentement, on peut faire des liens avec le temps d'écran, évidemment, le comportement sédentaire, mais quand même, somme toute, on a une note de B-, ce qui n'est pas mauvais, un peu plus que la moitié là, qui vont satisfaire les recommandations. Maintenant, les comportements en matière de mouvement sur 24 heures, vous allez voir le lien qui va apparaître là, dans le clavardage. C'est une ressource qui est vraiment intéressante à aller explorer. C'est une ressource canadienne qui va au-delà du taux d'activité physique. Là, on avait une recommandation de 60 minutes d'activité physique par jour. Les recommandations en matière de mouvement sur 24 heures vont venir aussi allier un exercice cardiovasculaire d'intensité élevée. Donc, on va le mettre dans la partie suée. Ensuite, on va voir un élément aussi sur l'activité physique moyenne, là, modérée. Donc là, ça va être plus de bouger. Il va y avoir aussi la partie sommeil qui va être entrée dans ces indicateurs-là et la partie du mode de vie sédentaire, là, donc tout ce qui est, entre autres, l'utilisation des écrans. Donc, c'est une recommandation qui est plus globale, qui est vraiment intéressante à aller explorer. Donc, vous pourrez prendre le temps après la présentation du webinaire aujourd'hui pour aller explorer ça. Donc là, si on met tous ces indicateurs-là ensemble, on obtient la note de F. Donc, c'est vraiment mauvais. Donc, on est à 4 des enfants et des jeunes qui respectent toutes les recommandations des directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures. Donc, quand on parle de l'activité physique, le temps d'écran, le sommeil, et ce qui est intéressant quand vous allez voir cette ressource-là, dans l'activité physique, on met aussi intensité élevée et intensité modérée, ce que je trouve très intéressant. Donc, on se rend compte de plus en plus que suer, c'est très important aussi, entre autres pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc, le comportement en matière de mouvement sur 24 heures, quand on le voit de façon globale, on se rend compte qu'il y a très peu de jeunes qui respectent l'ensemble de ces recommandations-là. Donc, si on regarde maintenant, on a regardé les comportements de l'individu. Donc, si on a des recommandations à faire par rapport à ça, c'est vraiment intéressant, puis je vous amène vraiment à réfléchir à ces éléments-là. Donc, on doit mettre l'accent dans nos investissements et des efforts futurs sur la réduction des inéquités. Donc, quand on parle du revenu des ménages, l'écart entre les gars et les filles, le fait d'être nouvelle arrivante ou non, il y a des niveaux qui sont systématiquement plus bas des filles quant au respect des recommandations en matière d'activité physique par rapport à ceux des garçons, mais j'ai nommé aussi d'autres écarts qu'on peut observer. Après ça, les occasions de jeu en plein air et en pleine nature devraient être encouragées parce que ça va venir faire une sensibilisation des jeunes auprès de l'importance justement de la nature et de l'environnement et de le protéger. Donc ça, on le sait que ça a un impact direct, le fait que les jeunes vont jouer à l'extérieur, mais aussi en pleine nature. Ça va venir sensibiliser sur l'importance de protéger cet habitat-là et aussi de reconnaître ses bienfaits dans la communauté. Ensuite, tout ce qui est, on parle de congestion routière, collision, émissions de carbone et exposition à la pollution atmosphérique. Il devrait y avoir plus dans le milieu scolaire des plans pour du déplacement scolaire qui encouragent les enfants à utiliser des modes de transport actifs. Donc, on sait qu'il y a eu des initiatives qui sont fantastiques. Allons investir davantage dans ces initiatives-là pour que le milieu scolaire ait vraiment un plan pour le transport actif chez leurs jeunes. On réduit à ce moment-là le nombre de voitures qui viennent porter des enfants là, porte à porte, là, de maison à école. Puis aussi, on amène l'activité physique au quotidien dans le déplacement, dans le mode de vie des enfants. Donc, quand ils sont petits, en souhaitant que ça reste quand ils deviennent plus vieux. Ensuite, le sport organisé pour les enfants et les jeunes dispose d'un système d'alerte en cas de chaleur extrême. Donc ça, réfléchissez à ce qui s'en vient. On le sait que les changements climatiques sont là. On le sait que dès que l'air, par exemple, avec les feux de forêt est vicié, le réflexe va être que les enfants vont rentrer dans les maisons. Est-ce qu'ils peuvent aller ailleurs, là où ça ne sera pas vers un temps d'écran qu'ils vont se retourner, mais ils vont avoir une accessibilité facile pour pouvoir aller dans une aréna, par exemple, une piscine intérieure, un centre d'achat et des endroits où le mouvement va être facilité, où les gens vont pouvoir continuer de bouger, mais à ce moment-là, à l'intérieur. Donc, ça va être de probablement se donner des moyens de communication aussi quand les lieux extérieurs ne seront pas disponibles
à cause de vagues de chaleur, par exemple, qu'est-ce qu'on met de disponible à ce moment-là qui est peut-être climatisé, où les jeunes vont pouvoir se retourner pour aller bouger. Donc, il va falloir réfléchir à ça sur notre moyen de communiquer de façon rapide des ressources qui vont être ouvertes, mais aussi qu'est-ce qu'on va rendre disponible à des jeunes qui vont être des endroits intérieurs où ils vont pouvoir venir bouger et que ça ne soit pas payant, justement, que ça reste accessible. Donc, je vous laisse réfléchir à ça parce que ça n'ira pas en diminuant les changements climatiques. On va avoir des phénomènes météorologiques qui vont continuer d'arriver. Donc, il faut réfléchir en amont en se disant, bien, qu'est-ce qu'on rend de disponible pour que les jeunes puissent continuer de bouger. Ensuite, des recherches s'imposent pour déterminer les effets négatifs des changements climatiques. Donc, ça, Participation le fait ressortir dans son bulletin. Donc, il va falloir voir un peu, avoir des données justement sur l'impact que ça a sur les jeunes et sur leur comportement en matière de mouvement sur 24 heures. Donc, un appel à la communauté scientifique pour avoir davantage de recherches là-dessus. Donc, si on embarque maintenant dans les caractéristiques individuelles, Participation souhaitait évaluer le niveau de littératie physique des jeunes et des enfants, puis aussi leur niveau de condition physique. Malheureusement, on n'a pas pu avoir de données assez nombreuses pour déterminer une note dans le bulletin de l'activité physique. Donc, c'est malheureux, ça aurait été vraiment intéressant parce qu'on sait que la littératie physique est porteur de motivation, de sentiment de compétence et de vouloir bouger toute la vie, d'intégration d'un mode de vie physiquement actif. Et même chose, d'évaluer la condition physique aussi, ça aurait été intéressant au niveau canadien, mais malheureusement, on n'a pas la donnée cette année qui nous permet d'avoir une note. Mais on a quand même des choses à réfléchir sur les caractéristiques individuelles. Donc, il nous faut des données représentatives à l'échelle nationale sur les niveaux de littératie physique et de conditions physiques. Donc, un autre appel de participation à la communauté scientifique pour avoir des données probantes sur la littératie physique, sur le niveau de littératie physique des jeunes et aussi sur leurs conditions physiques. Il y a aussi un lien à faire entre la littératie physique et tout ce qui est du côté de la littératie environnementale. Donc ça, je vous amène cette idée qui est vraiment intéressante. Donc, le fait de connaître le mouvement, les bienfaits que le développement moteur peut avoir sur une personne, mais aussi d'avoir une littératie qui est du côté de l'environnement, donc comprendre les plantes, tout ce qui est des impacts de la nature, d'avoir une forêt, des micro-forêts, tout ce qui est des insectes pollinisateurs aussi. Quand on amène une littératie environnementale avec une littératie physique, bien, évidemment, on peut voir des liens très forts entre les deux. Donc, ce chevauchement-là peut être vraiment intéressant et on devrait l'envisager des deux côtés des littératies. Ensuite, on devrait pouvoir promouvoir une vision positive de la condition physique auprès des enfants et des jeunes. Donc, autant des parents, des personnes qui sont significatives, là, les adultes significatifs, les enseignants et les professionnels de la santé. Donc, on invite des domaines qui peut-être travaillent en silo, pas peut-être, on le sait qu'on travaille parfois en silo, que ce soit l'éducation, la santé, loisirs, sport, activité physique, à davantage travailler en synergie pour avoir un message qui est de plus en plus positif de la condition physique. Et aussi, on le sait, et là, on est en train de voir de plus en plus cet élément-là, que la condition physique a un impact sur la tolérance à la chaleur, mais on a peu de données sur la manière dont les enfants et les jeunes et leur niveau de forme physique va s'adapter de façon plus facile, dans le fond, va mieux s'adapter à des chaleurs extrêmes. Donc, ça aussi, ça reste peut-être à valider. Il y a des données qui nous montrent que peut-être, mais on n'a pas assez de données pour vraiment confirmer cet élément-là. Mais en période de chaleur accrue, avoir une bonne condition physique serait donc facilitant. Maintenant, si on regarde au niveau de l'environnement, on va commencer avec la maison. On est à une note de C+, une augmentation par rapport à 2022, car les données révèlent que 55 des parents encouragent l'activité physique et le sport chez leurs enfants et les adolescents. Donc, c'est 55 On souhaiterait en tout cas que ça soit beaucoup plus élevé. Et ça va être directement relié avec le niveau d'activité physique des adultes. Donc, dans le dernier bulletin qui datait de 2021, chez les adultes, on avait 56 des adultes qui faisaient au moins 3 heures d'activité physique d'intensité légère par jour. Donc, ça aussi, on se rend compte que, bien évidemment, un enfant actif, un ado actif, souvent va faire que ça va être un adulte actif. Donc, si l'adulte lui-même n'est pas dans un mode de vie physiquement actif, ça va avoir des répercussions sur la place que va prendre le sport et l'activité physique chez leurs enfants. Donc, on a du travail à faire probablement à la maison là, pour sensibiliser les parents de leur rôle, de l'importance du développement moteur et ensuite de l'importance de l'intégrer
dans notre quotidien. Et tout ça sans pression, sans désir de performance là, nécessairement, d'avoir vraiment quelque chose qui est plus adapté dans un mode de vie équilibré. Ensuite, à l'école, on a une note de B. Les données révèlent en moyenne, ça devrait être B- là, dans le document, dans l'explication à droite. Donc, on est à 64 dans les domaines des politiques, des ressources humaines, des installations, des partenariats et des autres programmes en lien avec l'activité physique et l'école. Donc, évidemment, ça, quand on parle de l'école, ce n'est pas l'éducation physique, ça, on en a déjà parlé plus haut. On est vraiment dans toute initiative dans les murs de l'école qui vont venir aussi favoriser l'activité physique, que ce soit des programmes pendant les récréations, les programmes après l'école, dans les services de garde, dans les défis qui sont placés là, en extra, finalement, en parascolaire, de l'éducation physique. Donc, on est à 64 quand même de programmes qui favorisent l'activité physique à l'intérieur des murs de l'école. Et on se rend compte, comme donné, que c'est influencé beaucoup par l'accessibilité des installations. Donc, aussi là-dessus, je lève la réflexion de est-ce que justement, les murs de l'école servent aussi à de l'activité physique quand ce n'est pas les heures d'école. Donc, en soirée, la fin de semaine, est-ce que le gymnase de l'école est disponible? Est-ce qu'on met à disposition à la population, à la communauté, des installations pour pouvoir bouger? Ça aussi, c'est calculé dans les données présentement qu'on a avec le bulletin. Donc, il y a du travail à faire à 64 mais je pense que c'est quand même une note qui peut être positive, prise de façon positive, mais il y a encore peut-être des ouvertures et faciliter les programmes. Communauté et environnement maintenant, donc on est à 70 c'est vraiment intéressant dans tous les domaines. Donc, politique, ressources humaines aussi, installation, partenariat et programme pour l'indicateur. Donc, c'est resté la même chose depuis la pandémie. Et donc, ça veut dire que c'est des parcs extérieurs, c'est des politiques d'activité physique que vous avez dans les municipalités. Ça peut être aussi des personnes qui sont en charge de programmes la fin de semaine et le soir au niveau des loisirs. Donc, communauté et environnement a une note de B. Donc, ça serait intéressant d'avoir des ressources culturellement diversifiées et inclusives pour informer les parents au sujet de l'importance de l'activité physique. Donc, on voyait tantôt qu'il y avait une donnée qui était difficile à prendre auprès des nouvelles arrivantes. On sait aussi que les familles qui sont des nouveaux arrivants vont avoir le souhait de faire de l'activité physique, mais pas nécessairement les informations pour pouvoir y avoir accès. Pour faciliter les inscriptions, par exemple, il y a beaucoup de barrières, que ce soit la langue, la culture aussi qu'on a au Québec. Là, puis là, je vous lève juste un petit drapeau là, sur les inscriptions à des cours de natation. Là, il faut s'inscrire à midi 1 parce qu'à midi 4, il n'y a plus de place. Donc, une personne qui vient d'arriver au Canada ou au Québec n'aura pas cette information-là et ne sera pas en mesure de le faire. Donc là, on vient placer des barrières supplémentaires. Les familles devraient avoir des discussions à propos des changements climatiques et encourager les enfants à être actifs en plein air. Donc, on le sait que quand les jeunes jouent dehors, en forêt, en pleine nature, ils vont rester plus longtemps. Les jeux créatifs vont avoir aussi plus de potentiel. Donc, ça aussi, d'avoir une discussion sur les changements climatiques en lien avec la nature et les bienfaits qu'elle nous apporte, bien, ça doit être encouragé auprès des parents. Ensuite, des politiques d'activité physique quotidienne dans les écoles, donc d'aller au-delà de l'éducation physique, mais de mettre en place des programmes dans les récréations et aussi de ne pas freiner non plus les récréations quand, par exemple, il y a de la pluie ou quand il fait très froid. On peut à ce moment-là sensibiliser. Et là, je sais qu'il y a plein de mesures dans plein d'écoles qui ont été prises pour justement évaluer les risques. Est-ce qu'on sort dehors en récréation ou non? Donc, continuons cette réflexion-là pour que ça soit le plus facile possible de prendre des décisions et de ne pas à ce moment-là freiner l'activité physique. Donc, ça veut dire que si on ne peut pas aller dehors, où est-ce qu'on va? Et si on rentre à l'intérieur de l'école, on ne s'assoit pas pour écouter un film. Il y a autre chose qui est placée pour pouvoir continuer le mouvement parce que c'est ce qu'il aurait probablement fait à l'extérieur. Ensuite, on devrait inviter évidemment les élèves à participer à l'élaboration de leur programme d'activité physique, de voir un peu, oui, il y a un curriculum à suivre, mais les jeunes arrivent souvent avec des idées, des choses qu'ils ont peut-être expérimentées ailleurs. Donc, plaçons ça comme élément de discussion avec les jeunes. On le sait que ça peut avoir des très belles répercussions et des belles solutions. Ensuite, ce qu'on va vouloir aussi, puis là, je sais que c'est un sujet sensible, là, on en a parlé beaucoup pendant la pandémie, mais d'avoir des systèmes de purification d'air de haute qualité dans les écoles, aussi dans les installations municipales, qui va faire que quand on est en milieu, en situation météorologique difficile avec, par exemple, feu de forêt, comme on a déjà vécu, bien, à ce moment-là, on est capable de rapidement mettre en place un système de purification d'air pour que les jeunes puissent avoir un accès facile à un endroit intérieur où ils vont pouvoir continuer de bouger.
Donc, ça aussi, ça peut être des choses à réfléchir à long terme parce que ça va devoir être probablement de plus en plus, ça va être nécessaire là, dans les milieux. Et ensuite, lors de la révision ou de la création de nouvelles politiques, ben, les décideurs doivent prendre en considération leurs impacts potentiels sur la restriction de l'activité physique ou du jeu en plein air. Donc, dans les futures décisions politiques, justement, sur comment on va structurer l'accessibilité aux loisirs, au sport et à l'activité physique, bien, considérons qu'on a de plus en plus de barrières à la participation. Elles sont encore présentes. Donc, comment ne pas continuer d'être dans le statu quo où les inégalités socio-économiques sont encore présentes, l'écart entre les garçons et les filles et aussi là, les changements climatiques. Donc, comment ça peut être pris en amont en se disant, il ne faut pas que ça rajoute des barrières ou qu'on reste dans la situation actuelle. Donc, décideurs politiques, à vous de peut-être adresser le système. Donc, maintenant, on termine avec le gouvernement. La note attribuée présentement est de B. C'est une amélioration par rapport au bulletin précédent. Donc, on est à 68 de mesures présentement gouvernementales qui favorisent l'activité physique et donc qui vont toucher des mesures par rapport à la population pour l'activité physique. Donc, ça, juste vous dire, ça a été changé cette année sur comment ça a été mesuré les mesures gouvernementales pour donner la note de B, comme on a vu. Et c'est basé sur l'Organisation mondiale de la santé qui a amené une nouvelle façon de mesurer les politiques et mesurer aussi le qualitatif d'une population. Donc, vous pouvez voir, là, il y a un article qui est partagé juste ici qui a été déjà utilisé là, par d'autres organisations avec l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce qu'on a regardé au niveau du gouvernement, c'est le nombre et l'ampleur des politiques qui sont pertinentes, donc en activité physique et en sport. Est-ce qu'il y a des mesures de soutien qu'on peut identifier? Est-ce qu'il y a des organisations qui sont responsables de l'activité physique et de faciliter le sport et les aménagements, le transport actif? Est-ce qu'il y a des structures de déclaration qui sont identifiables? Donc, est-ce qu'on est capable, par des organismes, d'aller chercher l'information et que là, le gouvernement est mis au courant? Donc, il y a des structures de communication. Est-ce qu'il y a du financement au niveau de nos gouvernements pour faciliter l'activité physique et le sport? Donc, est-ce qu'il y a des programmes de financement? Et finalement, est-ce qu'il y a un plan de suivi et d'évaluation sur ces mesures-là qui sont mis en place? Donc, tout ce qui est des politiques pour favoriser le mode de vie physiquement actif dans les différentes provinces canadiennes ont été évaluées. Donc, voilà, c'était pour vous dire qu'est-ce qui avait été pris en considération pour la note avec l'aspect du gouvernement. Donc, une augmentation de l'investissement dans les infrastructures de transport actif, les parcs nationaux et provinciaux et les installations sportives et de loisirs est nécessaire. Donc, on le sait qu'on a des installations de loisirs et de sport qui sont vieillissantes au Canada, au Québec aussi. Donc, ça va prendre de l'investissement pour pouvoir remettre à jour et justement, en même temps, il va falloir adresser la qualité de l'air. Donc, à l'intérieur, il va falloir placer ce qu'il faut pour purifier l'air dans des situations où on a d'autres situations météorologiques difficiles. Et aussi, tout ce qui est transport actif, parcs nationaux et provinciaux pour venir valoriser la nature, il y a des investissements, c'est là le focus qu'on devrait adresser. Tous les gouvernements provinciaux et territoriaux devraient s'efforcer de soutenir la création de stratégies consacrées à l'activité physique. Donc, ce qui a été nommé précédemment, des programmes de subvention, des structures de communication, des politiques, des suivis aussi afin d'évaluer l'impact de ces mesures-là dans nos milieux. Et finalement, l'accent devrait être mis sur la cohérence entre les politiques consacrées à l'activité physique et les autres politiques pertinentes du secteur public. Donc, de ne pas travailler chacun de son côté, mais d'avoir une meilleure communication entre les divers bureaux gouvernementaux, justement, et dans les différents ministères. Donc, voilà pour les 14 indicateurs. On a passé au travers des informations du bulletin. Donc, à toi, Sophie, maintenant, pour parler des ressources. Parfait. Merci, Marianne. Je viens de vous partager justement le lien vers les ressources. Donc là, c'était beaucoup d'informations. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour tirer parti des résultats de ce bulletin-là? Donc, vous pouvez partager ce bulletin-là là, au sein de votre réseau, votre équipe, conseil d'administration, partie prenante, votre communauté, en mettant l'accent sur comment votre organisation peut contribuer à surmonter les obstacles aux activités spécifiques aux enfants et aux jeunes pour inspirer un effort commun. Vous pouvez exploiter les résultats à des fins de plaidoyer afin de pouvoir utiliser les résultats dans des conversations pour soutenir les initiatives axées sur la facilitation de l'accès à l'activité physique et aussi à l'amélioration de la durabilité environnementale. Vous pouvez aussi utiliser le bulletin et ses résultats
lors de vos demandes de subvention pour souligner les besoins cruciaux de ressources pour défendre une vie active et relever les défis liés au climat. Puis, enfin, vous pouvez là, créer des partenariats significatifs. Votre organisation peut soutenir la conception de programmes, d'initiatives et de partenariats avec des écoles, des groupes communautaires, d'autres parties prenantes qui s'alignent sur l'objectif de promouvoir l'activité physique et la sensibilisation à l'environnement chez les enfants et chez les jeunes. Donc, la prochaine étape, comme je vous le dis, partagez ce rapport et ses conclusions lors de vos réunions, dans vos infolettres, peut-être via vos médias sociaux. Vous pouvez aussi l'utiliser pour influencer les politiques locales, régionales et même nationales. Vous pouvez diriger et soutenir des initiatives de recherche qui peuvent contribuer à comprendre davantage et à aborder les intersections du changement climatique, de l'équité et de l'activité physique chez les enfants et chez les jeunes. Donc, on met à disposition des ressources de communication pour vous aider à promouvoir les conclusions du bulletin et à faire passer son message. Vous allez trouver une trousse, excusez-moi, de communication ainsi que quelques documents là, spécifiques qui s'adressent aux écoles, aux éducateurs, aux parents, tuteurs et au gouvernement. Puis, toutes ces informations-là, vous allez les recevoir dans le courriel de suivi qui va suivre un petit peu plus tard cette semaine. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions. J'en ai vu une passer, Marianne, rapidement dans le chat. Je ne sais pas si tu avais eu le temps d'en prendre connaissance. Oui, je l'ai vu. Donc, je vais vous lire la question qui a été posée. Est-ce qu'on pense qu'il y aura un biais de désirabilité sociale lorsqu'on questionne les parents? Donc, des résultats surestimés par rapport à la pratique réelle d'activité physique. Effectivement, vous devez faire référence là, justement, par exemple, aux jeux actifs où on pose la question aux parents combien d'heures vous pensez que vos enfants passent en jeu actif là, qui n'est pas structuré. Il n'y a pas juste une recherche qui a été prise en considération pour arriver avec cette note-là. Il y en a plusieurs. Donc, il va y avoir des recherches qui vont être beaucoup plus quantitatives que qualitatives. Donc, on ne sera pas dans une question ouverte à combien pensez-vous, mais on va être capable d'aller chercher davantage de données quantitatives par rapport à ces questions-là. Par contre, on le sait qu'on va souvent surestimer. Oui, oui, j'en fais plus que ce que j'en fais réellement. Peut-être, mais là-dessus, le bulletin ne nous donne pas d'indication ou de drapeau rouge à lever là, quant aux réponses qui auraient pu être surestimées de la part des parents. Puis là, je vais vous donner peut-être, si vous voulez aller un peu plus loin, pour avoir des réponses le plus techniques au niveau des données de recherche. La personne qui est gestionnaire du bulletin, vous voyez, c'est Brianne Brunge, qui est doctorante. Donc, vous avez son courriel qui est là. Si jamais vous avez des questions plus pointues par rapport aux données de recherche, qu'est-ce qui a été posé ou qu'est-ce qui a été utilisé, parce que peut-être que ça vous intéresse justement cet aspect-là, vous pouvez lui écrire un courriel, là. Il n'y a aucun problème. Mais nous, de notre côté, on n'a pas eu d'indication à mettre un bémol ou à nuancer cette donnée-là aujourd'hui. Parfait. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions pour nous à ce moment-ci précis. Sinon, vous avez mon courriel et celui de Marianne à la fin de la présentation. Comme je vous disais, je vous envoie là, un courriel dans les prochains jours, là, avant la fin de la semaine, assurément, qui va là, vous fournir là, toutes les informations que vous avez pour revoir cette présentation-là et avoir les informations à partager. Donc, je remercie Marianne. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin pour nous. Bien, merci Sophie. On est toujours un Dream Team, là, toi et moi, là, quand on fait l'animation de webinaire. Donc, merci d'être là. On aime beaucoup vous jaser des dernières données. C'est super intéressant pour nous de vous avoir à l'écoute, justement, sur des données qui sont importantes comme celle-là. Donc, vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous, nous écrire pour avoir des informations. On peut même organiser des présentations dans vos milieux de travail si c'est quelque chose que vous souhaitez. Donc voilà, on est là pour vous avec ces données-là qui sont très intéressantes et à utiliser évidemment quand vous avez besoin de convaincre de l'importance et de où on est présentement au Québec et au Canada. Donc, moi, je ne vois pas d'autres questions, Sophie, donc on pourrait laisser aller les gens. Si vous avez des commentaires, évidemment, là, on va les lire dans le clavardage. Mais sinon, on vous laisse partir à votre journée en vous souhaitant de bouger plus, mieux dormir et être moins dans nos écrans et plus dans un transport actif. Bonne journée. Merci beaucoup encore pour votre présence. Bon après-midi.